bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Damien Vieillard-Baron, je suis le président de la société GEREP. Et alors, je vais juste introduire ce webinaire, mais je suis accompagné pour ce faire par Amadou Kassé, qui est directeur de la BU épargne retraite, épargne salariale chez GEREP, et par Sébastien Forêt, qui est directeur général et cofondateur de la société Philibe. Il nous la présentera un peu plus en aval de cette présentation, qui est une société avec qui on travaille sur les solutions d'épargne retraite, épargne salariale, pour développer les différents services. Donc, quelques mots rapides sur GEREP pour ceux qui ne nous connaissent pas. GEREP, c'est une société de conseil et de courtage et de gestion dans le domaine de la protection sociale. On va fêter l'année prochaine nos 35 ans. C'est 80 collaborateurs sur des talents et expertises multiples et diverses. On va retrouver l'actuariat, qui est la science de l'assurance, le juridique, la communication sociale, la négociation achat avec les organismes d'assurance, le marketing, évidemment. Donc, un certain nombre d'expertises pointues, tout un volet, toute une BU sur la gestion des prestations. Et l'ensemble de ces expertises vont s'exprimer sur la prévoyance, les frais de santé, donc sur tout ce qui est régime collectif d'entreprise, sur l'épargne retraite et l'épargne salariale. Ça fait l'objet de notre webinaire de ce jour, avec un accompagnement des entreprises en France et à l'international. C'est une entreprise à mission, taille humaine, agile et orientée client. Et qui dit entreprise à mission dit raison d'être. Notre raison d'être, c'est développer des solutions et des services innovants et à impact pour contribuer à la performance sociale des entreprises et au mieux vivre des salariés, des personnes assurées. Donc, on voit en fait à travers cette raison d'être les différents piliers de performance sociale côté employeur, de mieux vivre côté personnes assurées, que ce soit les sujets de prévoyance, santé et de retraite. Et en fait, ce statut entreprise à mission et cette raison d'être renforcent notre singularité avec des convictions fortes sur la prévention et sur la RSE. Si on fait un focus sur le sujet du jour, qui est l'expertise retraite et l'expertise épargne salariale, les missions principales de GEREP consistent en fait à auditer et à designer les dispositifs au sein des entreprises, à sélectionner les meilleurs prestataires et les faire évoluer dans le temps, parce qu'on peut être meilleur à un moment donné et puis avoir moins de performance. Il y a des cycles commerciaux chez les fournisseurs. Donc, le rôle du courtier, c'est aussi bien connaître l'ensemble de ces cycles commerciaux. Des éléments qui se développent de plus en plus et auxquels on croit fondamentalement par rapport à l'épargne retraite et l'épargne salariale sont les éléments de conseil financier au niveau de l'entreprise dans le design des programmes, mais aussi au niveau des personnes assurées. Et puis tout un volet d'optimisation des engagements sociaux. L'actuariat sert à évaluer les passifs sociaux, sert à faire les reportings comptables et à mettre des allocations actifs-passifs en concordance pour la meilleure gestion des engagements sociaux de retraite des entreprises. Donc voilà rapidement pour cette introduction. Le thème, c'est de parler des nouvelles attentes et des tendances émergentes sur ce sujet d'expertise retraite. Donc, pour ce faire, maintenant, je vais laisser la parole à Amadou, donc directeur de la BU retraite chez GEREP, qui va nous exposer ces différentes tendances qu'on peut rencontrer maintenant depuis quelques années et qui se développent aussi fortement depuis la loi PAC de 2019. À vous, Amadou. Merci, Damien. Bonjour tout le monde. Donc, rapidement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais commencer peut-être par un petit rappel un peu de notre système de retraite. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'épargne retraite, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est un peu l'attelage qu'on a pour préparer sa retraite en France. Donc, on a un système qui est bâti en tout cas sur un système par répartition. Donc, c'est l'essentiel de la retraite aujourd'hui de nos seniors, donc qui est constitué donc du régime général et des régimes complémentaires Agirc-Arrco.
et pour les salariés en tout cas qu'ils peuvent, ou en tout cas les entreprises qui peuvent accompagner leurs salariés. Donc on a des régimes surcomplémentaires comme l'article 83 donc, qui a été transformé notamment par la loi Pacte et l'assurance vie ainsi que l'épargne individuelle. Mais si on devait parler très rapidement donc, de ce système de retraite, comme vous le voyez, donc on a connu pas mal de, j'allais dire, de réformes et d'ajustements ces dernières années. Donc depuis 2017 et même bien avant, il y avait eu des réformes qui ont été menées par les différents gouvernements. Donc on peut citer notamment en 2017 donc, la fusion de l'Agirc-Arrco, donc, qui est censée simplifier un peu la vie de nos futurs retraités. Et en 2019, on a connu la loi Pacte. Donc la loi Pacte est venue vraiment simplifier les dispositifs d'épargne retraite supplémentaires donc, qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque sur l'épargne retraite notamment, on voit un désengagement progressif donc, de l'État. Donc il y a progressivement des lois qui sont votées. Donc l'ANI, donc un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur qui vient en tout cas rendre obligatoire le partage de la valeur dès lors qu'une entreprise constate donc un bénéfice. Et ça ne s'arrête pas, notamment aux PME, puisque souvent on parle de l'ANI comme pour un nouveau dispositif pour les petites entreprises. Il y a des incidences, notamment pour les grandes entreprises, ainsi que sur la démarche, j'allais dire, de transition écologique. Et ça se poursuit puisque aujourd'hui, il y a un projet de loi, en tout cas, qui est en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est la loi Industrie verte qui vient aussi pousser, j'allais dire, cette démarche beaucoup plus loin pour apporter des ajustements qui vont inclure le financement de la transition écologique, notamment par le biais des dispositifs d'épargne retraite. Et plus récemment, donc depuis le 1er septembre, on est passé dans une démarche donc, progressive d'allongement de l'âge légal de départ en retraite. Donc tout ceci vient tout simplement exprimer, j'allais dire, une intention qui est particulière de la part de nos gouvernants sur l'attelage entre les régimes historiques, donc régime de base, avec les régimes d'épargne supplémentaire. Donc c'est le fameux sujet, en tout cas, sur lequel on veut vous apporter un peu d'éclairage aujourd'hui. Alors, d'un point de vue statistique, pourquoi est-ce qu'on a eu cette réforme récente? On pourrait le justifier différemment, mais de manière assez pragmatique. Donc, nous, on s'est appesanti sur deux éléments. C'est sur l'allongement de l'espérance de vie, donc depuis plusieurs années déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, et malgré les chocs démographiques qu'on a connus en 2003, en 2015 ou en 2020 avec la pandémie du Covid, on voit qu'il y a l'espérance de vie qui est croissante, en tout cas en France, tant pour les hommes que pour les femmes. Mais cet allongement de l'espérance de vie est également, comment dirais-je, corrélé à un déséquilibre du rapport démographique. Si le régime, j'allais dire, les régimes obligatoires ont été bâtis sur un système où on avait 4 cotisants pour un retraité, en 2005, on n'était plus qu'à 2 cotisants pour un retraité. Et les projections donc, pour 2040 ne sont guère réjouissantes puisque on voit qu'on tend vers un cotisant pour un retraité. Donc une tension progressive et importante sur les systèmes de retraite par répartition, donc qui oblige les entreprises à regarder avec beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus d'attention le sujet de l'épargne retraite pour leurs salariés. Et si on regarde de l'autre côté, côté salarié, donc ce que ça représente, on prendra comme exemple le taux de remplacement, hein, c'est-à-dire le rapport de la pension sur le dernier salaire. On voit également que de manière dégressive, en tout cas, il y a une pression assez forte sur ce taux de remplacement, puisque les derniers chiffres de l'INSEE et du dernier rapport annuel du corps donnent les indicateurs, en tout cas, et les projections. Donc, si en 2003, par exemple, pour un employé, on avait 83% de taux de remplacement, c'est-à-dire la pension sur le dernier salaire, on était passé à 75% en 2020 et la tendance, en tout cas, va vers une baisse assez forte. On va perdre à peu près 10 points d'ici à 2050. Et c'est encore plus fort chez les cadres puisqu'on passe de 64% en 2003 à 42%, un peu plus de 42% pour 2050. Et bien entendu, ces projections sont faites sans tenir compte de l'inflation, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la perte de pouvoir d'achat qui est induite par l'inflation. Donc on le voit concrètement, il y a une pression aujourd'hui qui est assez forte sur les retraites obligatoires et complémentaires. Donc, et si on devait regarder le comportement d'épargne des Français,
il y a aujourd'hui quand même beaucoup de salariés qui font attention à leurs dépenses, mais aussi à la préparation de leur retraite. Donc, selon les dernières études qui ont été menées par Amundi, Crédit Agricole avec ODIREP, on a à peu près 80% aujourd'hui des salariés qui épargnent pour préparer leur retraite. Un salarié sur deux a choisi en tout cas les dispositifs d'épargne en entreprise comme le véhicule le plus adapté pour préparer sa retraite. Là, on ne va pas citer notamment l'achat de la résidence principale, qui est quand même, j'allais dire, un des fondamentaux de la préparation de l'épargne retraite. Mais on va voir que les salariés, davantage en tout cas, regardent les dispositifs qui sont en entreprise avec un âge de bascule qui est l'âge de 45 ans, où on constate une augmentation assez forte du taux d'épargne des salariés sur ces dispositifs d'épargne retraite. Quant aux attentes, ce qu'on peut en tirer par rapport à cet âge de 45 ans, c'est qu'à partir de cet âge, en tout cas les plus jeunes, on va voir qu'il y a une attente assez forte, notamment pour avoir un meilleur accompagnement de leur employeur, donc pour 64% en tout cas d'entre eux. 51% des salariés veulent avoir accès à ces dispositifs plutôt dans la vie active, avec aussi un accompagnement pédagogique pour pouvoir prendre en main ces dispositifs. Et d'autres demandent des outils, j'allais dire, pragmatiques pour pouvoir évaluer leurs besoins à la retraite de manière à pouvoir s'y prendre beaucoup plus tôt. Et si on regardait le bilan de la transformation, notamment qui a été apportée par la loi Pacte, donc la loi Pacte a lancé le fameux plan d'épargne retraite, donc qui est un dispositif de simplification de l'ensemble des dispositifs qui existaient par ailleurs. Donc on prendra le temps de rentrer un peu dans le détail. Après 3 ans de loi Pacte, ce qu'on peut constater déjà, c'est que la promesse ou les engagements qui étaient fixés par l'État, qui étaient d'avoir plus de 50 milliards d'euros investis sur ces dispositifs pour fin 2022, a été dépassé. Aujourd'hui, on a à peu près 6 millions de personnes qui bénéficient de ces nouveaux PER, tant collectifs qu'individuels, et des encours qui dépassent largement 70 milliards d'euros. Donc les salariés ont pris le pas, mais attendent encore davantage d'accompagnement de leur entreprise. Amadou, j'ai une question, sur dans l'épargne retraite d'entreprise avant la loi Pacte, la terminologie, le nom du support qui était utilisé, c'était le régime à cotisation définie, qui pouvait être mis en place et déployé au sein des entreprises. Ce régime à cotisation définie, il peut faire l'objet de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une pactisation, c'est-à-dire le rendre compatible à la loi Pacte et avec des bénéfices financiers au passage. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur le nombre de pactisation de ces anciens régimes de retraite collectifs? Tout à fait. Donc, en fait, si on devait regarder, j'allais dire, la pactisation des anciens dispositifs, hein, aujourd'hui, on a à peu près la moitié des dispositifs d'entreprise qui ont été transformés. C'est-à-dire que la loi Pacte a été votée donc, en 2019. À partir d'octobre 2020, on ne pouvait plus commercialiser les anciens dispositifs, donc article 83, article 82, voilà, tous ces dispositifs d'épargne retraite supplémentaire en entreprise. Alors, ce que je voulais exprimer par là, c'est que des entreprises ont pris le pas, hein, c'est-à-dire ils ont voulu faire évoluer en tout cas leur dispositif pour aller vers ce nouveau dispositif d'épargne retraite qui est beaucoup plus flexible et beaucoup plus universel que l'ancien dispositif. Et donc aujourd'hui, on constate que voilà, une bonne partie, donc plus de la moitié des entreprises en tout cas qui avaient un article 83, qui l'ont transformé en contrat PER obligatoire. Et la majorité en tout cas des entreprises qui avaient un PERCO, qui l'ont transformé en PER collectif. Et je rentrerai un peu plus dans le détail. Donc c'est d'ailleurs le rappel que je voulais faire ici. Merci pour cette transition, Damien. Peut-être juste un petit rappel, hein. Donc la loi Pacte a été votée le 1er octobre 2019. Son ambition, c'était vraiment d'harmoniser les dispositifs de retraite. Donc un petit mot là-dessus, donc c'est qu'avant, au sein de l'entreprise, on pouvait avoir un PERCO, on pouvait avoir un article 83 ou même un article 82 qui est un dispositif de sursalaire. Et pour les salariés, donc, ils pouvaient avoir une proposition de leur banquier, notamment pour souscrire un contrat PER ou pour les professions libérales, un contrat Madelin. Donc, l'harmonisation qu'on a voulu ici, c'est de créer un dispositif. C'est la même enveloppe qu'on va retrouver partout. Donc, c'est le PER, donc plan d'épargne retraite, collectif pour les dispositifs qui sont gérés par les teneurs de compte en épargne salariale,
obligatoire quand c'est un dispositif assurantiel. Il faut savoir que de plus en plus, en tout cas aujourd'hui, les assureurs et les teneurs de compte donc d'épargne salariale nouent des partenariats pour pouvoir proposer une offre globale, donc une offre commune, pour pouvoir couvrir ces pertes collectives et ces pertes obligatoires d'entreprise de manière à donner une vision globale aux salariés. Et si Ça on veut se dire place... Oui, Oui, pardon, Amadou. allez-y. Oui, ça veut dire concrètement que l'épargne salariale, c'est devenu, ça a été intégré dans la stratégie d'épargne retraite globale, quoi, en fait. C'est un Complètement. outil et c'est un levier qui peut aujourd'hui complètement intégrer l'épargne retraite. Complètement. On va dire que si on devait regarder à travers les encours d'épargne retraite qui sont détenus aujourd'hui, l'épargne salariale, donc le PERCO, comme l'épargne retraite assurantielle, le PER obligatoire, constitue à peu près 47% des encours d'épargne retraite. Donc, c'est des dispositifs qui sont complètement intégrés. Donc, il y a des entreprises qui ont les deux dispositifs parce qu'il y avait le PERCO et le PER et l'article 83 qui coexistaient. Et lors des transformations, ces deux dispositifs également ont été maintenus au sein de ces entreprises. Enfin, pour revenir sur la personne individuelle, donc on peut avoir une proposition de sa banque de souscrire un PER individuel. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas eu la chance, en tout cas, d'avoir une proposition de leur employeur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un niveau de frais qui est beaucoup plus important, une offre financière qui va être moins travaillée que sur les PER collectifs ou les PER obligatoires. Pourquoi? Parce qu'on est dans une négociation d'entreprise avec la possibilité de consulter l'ensemble du marché et d'avoir les meilleures propositions tarifaires et, j'allais dire, d'accompagnement pour les salariés. Donc, harmoniser les dispositifs, améliorer le fonctionnement de ces dispositifs puisque on a rajouté des possibilités de sortie en capital qui n'existaient pas, notamment pour l'article 83. On a dynamisé par ce biais la gestion financière de ces dispositifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la gestion pilotée qui va être définie comme gestion par défaut de ces dispositifs d'épargne. Et enfin, un point que j'ai souligné là rapidement, mais qui va être enrichi par la loi Industrie verte, c'est le financement de l'économie réelle, donc le financement des PME, puisque maintenant, à travers la gestion pilotée, on va avoir une portion des investissements qui vont être orientés sur les PME. Donc, avec la future loi Industrie verte, on va avoir également l'obligation d'intégrer des actifs financiers qui vont financer la transition énergétique, par exemple. Rapidement sur le fonctionnement, donc j'ai dit un dispositif beaucoup plus flexible. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir plusieurs compartiments, alors qu'avant, on en avait un seul qui pouvait recevoir les cotisations obligatoires de l'entreprise et de manière très, j'allais dire, très erratique, les versements de jours de congé. Donc, cette partie-là a été revue. Donc, aujourd'hui, les salariés qui ont un PER obligatoire ou un PER éco, donc c'est le PER collectif, vont pouvoir avoir la possibilité de verser des versements volontaires déductibles de leurs revenus imposables. Ils vont également pouvoir recevoir, s'ils quittent leur entreprise, leur dispositif d'épargne salariale sur ce plan d'épargne retraite. Donc, si vous notez bien, donc, le salarié qui quitte l'entreprise lorsqu'il a un dispositif d'épargne salariale supporte les coûts qui sont appliqués par le teneur de compte. Généralement, on a des forfaits de tenue de compte pour le salarié sortant qui tournent aux alentours de 30 à 40 euros. Donc, ça coûte assez cher et l'ensemble de ces opérations également sont facturées. Donc, le PER obligatoire lui permettra demain de pouvoir transférer ses dispositifs d'épargne salariale de manière à avoir des coûts beaucoup plus intéressants en termes de tarification de son contrat. Et enfin, les cotisations obligatoires donc, qui peuvent toujours être versées sur une poche spécifique et qui pourront également être libérées sous forme de rente viagère. En termes de sortie, donc, souplesse, plus de souplesse. Pourquoi? Parce que les versements de l'épargnant, comme les transferts d'épargne salariale, pourront être sortis sous forme de capital. Les cotisations obligatoires devront toujours sortir en rente viagère, mais sans entrer dans le détail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les cotisations obligatoires ne sont pas imposées donc, pendant la vie active, lors de la phase de constitution, de sorte que quand on va les libérer, donc, il y aura une imposition qui va s'appliquer comme un revenu. Et des conditions de déblocage anticipé, dont le plus emblématique, donc, qui est la possibilité de sortir
ces capitaux, donc les versements de l'épargnant, comme les versements de l'épargne salariale pour l'achat de la résidence principale. Voilà, donc on a harmonisé les dispositifs, on les a rendus beaucoup plus simples en termes de fonctionnement pour que le salarié ait une seule enveloppe pour l'ensemble de son épargne retraite. Et il pourra également transférer ses anciens dispositifs vers ce plan d'épargne retraite. Et un mot rapide sur la gestion financière. Hein, donc, j'ai dit dynamiser la gestion financière. Pourquoi? Parce que quand on va regarder la gestion pilotée, avant, le salarié avait le choix entre le fonds en euros ou une pléthore de fonds qui étaient proposés par l'assureur sans avoir un accompagnement précis. Donc, le législateur a voulu rendre la gestion beaucoup plus simple et plus efficiente pour les salariés. Donc, on va proposer la gestion pilotée équilibre comme mode de gestion par défaut. La coloration que vous voyez ici, c'est les différents supports d'investissement sur lesquels vont être investis son épargne, avec une décumulation, c'est-à-dire lorsqu'il va être proche de la retraite, une accélération de la part de support à faible risque pour pouvoir sécuriser son épargne à la veille de son départ en retraite. Voilà, donc ce qu'on peut également noter là-dessus, c'est que l'épargne va s'adapter en fonction du profil du salarié, hein, c'est-à-dire que si le salarié n'aime pas trop le risque, il pourra choisir un profil prudent. Et s'il va avoir plus de perspectives de rendement, en tout cas de meilleures perspectives, et supporter légèrement les à-coups sur les marchés financiers, il pourra retenir un profil dynamique. Et enfin, pour les salariés les plus téméraires, donc ceux qui ont peut-être un vernis en investissement financier, ils pourront aller vers une gestion libre, donc choisir le fonds en euros ou choisir parmi l'ensemble des supports qui sont proposés. Et de plus en plus, ces supports vont être focus sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais également sur la durabilité, puisque les derniers appels d'offres qu'on a pu mettre en place, en tout cas, ont fait ressortir une tendance assez forte qui s'inscrit également dans cette volonté du législateur de verdir en tout cas les investissements pour accompagner la transition énergétique. Un petit mot sur l'efficacité de ces dispositifs. On l'a dit, hein, donc c'est plus simple pour le salarié en termes de gestion, mais c'est également plus intéressant pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand on compare une prime sur salaire où l'entreprise va supporter des charges patronales beaucoup plus importantes que les dispositifs d'épargne retraite, on va pouvoir en tout cas accompagner le salarié en maîtrisant les coûts pour l'entreprise. Donc ici, on a des charges patronales qui sont exprimées à 45%, alors que sur les paires obligatoires ou les paires collectifs, on a un taux de forfait social qui s'applique qui est de l'ordre de 16%. Et si on devait comparer avec l'article 83, aujourd'hui, on est à 20% sur l'article 83. Donc déjà, quand on passe de l'article 83 aux paires obligatoires, on gagne déjà 4 points de forfait social, en plus d'avoir voilà, cette souplesse de ces dispositifs. Et si on regarde sur le net à percevoir par le salarié, donc je ne vais pas commenter l'ensemble des lignes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le coût pour le salarié est beaucoup plus important quand c'est un salaire, donc une prime qui est versée sur son compte personnel, alors que quand on le verse sur un plan d'épargne, on va supporter uniquement les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, donc c'est les fameux 97 € que vous voyez ici, ce qui fait qu'on va investir en net 903 € pour 1000 € versés par l'entreprise dans un plan d'épargne retraite, alors que s'il devait le percevoir sur son compte en banque, on percevrait à peu près la moitié de la prime qui est versée par l'entreprise. Voilà, donc un régime qui est très efficient pour préparer sa retraite et plutôt souple aussi pour l'employeur. Et si on devait regarder les tendances émergentes, donc c'est des tendances que nous avons pu observer au travers des différentes consultations qu'on a menées, mais également des études qui sont menées, on va dire, notamment concomitamment à la réforme des retraites, pour regarder où se situent un peu, j'allais dire, les salariés, notamment les plus jeunes, par rapport à la retraite. Donc le constat qu'on peut poser, l'étude est beaucoup plus large que ça, mais c'est que ce qu'on peut noter, c'est que la préparation de la retraite est remontée dans les sujets sur lesquels les salariés attendent leurs employeurs. Quand on regarde les 18-30 ans, c'est aujourd'hui le 4e sujet de préoccupation des salariés. Ils attendent bien entendu l'employeur. Oui, pardon. Oui. C'est même la première fois, Madou, que ça ressort dans le haut du top 5, quoi, en fait. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, c'est le sujet d'actualité, mais c'est un sujet prégnant en tout cas pour les jeunes. Et ce que je peux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on a 33% des 18-30 ans qui attendent de la part de leur employeur une aide, en tout cas, pour pouvoir trouver des solutions d'épargne retraite et de manière à pouvoir, en tout cas, anticiper cette baisse du taux de remplacement qui, je pense, voilà, va augmenter au fur et à mesure. Un sujet aussi de préoccupation, c'est la transition écologique. On le voit tous. Bon, on a eu un mois de septembre, je pense, qui a été le plus chaud jamais enregistré. Un petit mot là-dessus, c'est que chaque année, on entend des records. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un sujet quand même qui touche tout le monde et sur lequel je pense qu'on a tous une contribution à apporter. Donc au sein de GEREP, on a mis en place un baromètre ESG donc pour pouvoir en tout cas, recommander les entreprises les plus vertueuses à nos clients. Ce que vous voyez ici, c'est un questionnaire que nous menons chaque année qui va permettre de recueillir un peu le comportement, en tout cas d'investissement des assureurs et des teneurs de compte en épargne salariale. Parmi le panel qu'on avait observé là, en fait, sur cette année, donc en 2023, il y a 43% des acteurs aujourd'hui qui ont plus de 22% de leurs actifs financiers qui sont considérés comme durables. Donc, il y a une tendance qui est en train de se mettre en place, mais on peut encore faire mieux puisque si on regarde, donc, voilà, les 43% autres sont légèrement au-dessus de 18% et 14% sont encore très loin de cette démarche, j'allais dire RSE, dans leurs investissements. Donc, ça c'est des choses qu'on peut également apporter, en tout cas nous, dans le conseil qu'on donne aux entreprises, c'est de recommander à la fois des solutions performantes en termes financiers et tarifaires, mais également qui peuvent aussi avoir un impact social et environnemental et, j'allais dire, en cohérence avec l'entreprise à mission que nous sommes. Et d'un point de vue qualitatif, si on regardait aujourd'hui les sujets, en tout cas sur lesquels on a beaucoup de demandes, notamment de la part des entreprises, mais également des salariés, c'est d'abord le fait d'avoir une vision consolidée. Je l'ai souligné tout à l'heure, avant on avait voilà, plusieurs dispositifs au sein des entreprises, un article 83, un parcours, un PE, et parfois le salarié est un peu perdu dans la gestion de ces dispositifs. Donc, nous, le constat qu'on pose aujourd'hui et qu'on recommande d'ailleurs dans les consultations sur lesquelles on accompagne les entreprises, c'est d'avoir des dispositifs plutôt agrégés qui peuvent se faire de deux manières. Soit on interroge des acteurs qui vont proposer les deux dispositifs, ce qui permet de pouvoir aussi avoir une pression sur la tarification de ces dispositifs et le simplifier puisqu'on va avoir un seul interlocuteur pour pouvoir gérer l'ensemble des dispositifs. Soit on va pousser des solutions qui vont plutôt être technologiques, c'est-à-dire que certains assureurs aujourd'hui l'ont intégré, d'autres sont en train de le faire, mais c'est d'avoir une plateforme qui permet d'aller chercher les dispositifs d'épargne du salarié qu'il aurait eu par ailleurs, c'est-à-dire voilà, chez son ancien employeur ou en dehors, j'allais dire, du sphère de l'assureur qui gère son dispositif au sein de son entreprise. Donc, c'est des dispositifs technologiques qui permettent de simplifier la vie des salariés. Il y a également beaucoup de salariés lors des réunions d'information qui aimeraient bien avoir un accès simple au sein de leur entreprise, hein, c'est-à-dire sur la plateforme RH, avoir une page dédiée qui met en avant l'ensemble de ces dispositifs de manière à pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. On voit également se développer le conseil financier. On le sait bien, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit que, par exemple, l'épargne retraite, même si en termes d'encours est assez important, est très loin de l'assurance vie. Donc, on parle de 1 600 milliards d'euros investis en assurance vie et seulement 70 milliards d'euros en épargne retraite. C'est parce que les salariés aussi manquent d'accompagnement sur le sujet de l'investissement financier. De telle sorte que quand on leur propose un dispositif même bien équilibré en termes de propositions financières, ils n'arrivent pas à trouver, ou en tout cas à faire la différence entre les différents fonds qui sont proposés. Donc, pour répondre à cela, les assureurs et les teneurs de compte développent ce qu'on appelle de robots advisors. Donc, c'est ici, c'est des outils qui permettent de constituer un profil d'investissement sur la base de quelques questions qu'on pose aux salariés
mais également une brique de conseil financier plutôt humain qui commence à se mettre en place. Et on aura l'occasion d'en parler avec Philippe tout à l'heure. Et les autres attentes, donc, c'est la vulgarisation, un accompagnement, j'allais dire plutôt sur la formation ou de l'information sur le comportement de leur épargne. Donc, ça se fait au travers de webinaires qu'on organise, nous, avec nos partenaires. Il y a également des interventions sur site qui peuvent être organisées. Et ce qu'on pousse également, c'est le bilan social digitalisé pour appuyer la marque employeur et faire ressortir également l'effort que met en place l'entreprise pour la constitution d'une épargne pour le compte des salariés. Voilà. Et tout ça, voilà, rentre un peu dans l'expertise globale de GEREP. Donc, voilà, on va essayer de pousser l'ensemble de ces solutions de manière qualitative, en plus de, j'allais dire, de la performance financière et une bonne tarification dans les dispositifs que nous proposons aux entreprises. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc conseil financier de plus en plus développé. Et sur ce point précis, donc on travaille nous avec Philippe, donc qui est un partenaire et qu'on propose également aux entreprises. Donc, je laisse la parole à Sébastien pour pouvoir vous présenter le dispositif. Merci beaucoup, Amadou, pour cette introduction et bonjour à tous. Je vais commencer par quelques mots sur nous, Philippe. Se présenter rapidement, on a 5 ans d'existence. On accompagne à peu près 200 000 salariés aujourd'hui sur leurs avantages épargne et retraite. On travaille avec plutôt des grosses entreprises voilà, comme Carrefour, FDJ, MACSF, Johnson & Johnson, Solocal, HSBC, AXA, etc. Et on a une conviction, c'est que ces avantages-là, pour qu'ils soient intéressants pour les salariés, qu'ils soient correctement compris et utilisés, doivent être personnalisés, d'une part. D'autre part, il faut stimuler l'usage de ces avantages à des moments clés, et on ne va pas le faire de la même manière pour une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise ou une personne qui s'approche de l'âge de la retraite. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut être dans la pédagogie, utiliser différents formats, et on va voir comment ça se concrétise pour nous. On a donc développé un produit qui s'appelle Mon Coach Épargne et Retraite, qui est basé sur 2 grands constats. Le premier, c'est que, voilà, en ce moment, vous le savez, on a une inflation qui est très haute, et ça ne va pas forcément s'arrêter tout de suite. Donc, c'est un contexte qui pousse, et c'est bien normal, les entreprises à faire des augmentations, qui coûtent extrêmement cher. Et donc, la question, plus que jamais, se pose de dire comment sortir de la toute augmentation pour augmenter la valeur de mon package, augmenter au sens financier. Hein. On sait que c'est le terme financier qui fidélise le plus les salariés. Et donc pour ça, ce que nous on pense et ce qu'on voit d'ailleurs, hein, c'est qu'il est possible de prouver aux salariés que leur package a plus de valeur que ce qu'ils pensent, parce qu'il y a tout un tas d'avantages dont on a largement parlé. Les avantages liés à l'épargne et à la retraite entreprise, hein, les abondements, les avantages fiscaux, les avantages financiers, les avantages liés à la retraite supplémentaire, ça peut être aussi d'ailleurs des actions gratuites dans certains cas. Ces avantages-là, très souvent, ils sont oubliés lorsqu'on calcule la valeur de son package. Et en prouvant par A plus B aux salariés que ces avantages-là ont de la valeur, eh bien, on est capable de les fidéliser vraiment sans rentrer dans la logique d'augmentation systématique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre à cette nécessité de mettre en valeur ces avantages, il y a des alternatives qui sont, d'après nous, pas très, très efficaces. La première consiste à renvoyer vers les fournisseurs d'épargne, évidemment la plus simple et la plus naturelle, mais il faut quand même bien le dire, aujourd'hui, ils ne proposent pas de réel accompagnement. Ils sont quand même beaucoup plus dans la gestion opérationnelle de ces avantages que dans l'accompagnement. La deuxième alternative, c'est les entreprises elles-mêmes qui font leur communication sur le sujet, et on le voit tous les jours, et on pense que c'est très bien. C'est pas toujours simple aussi de parler finance quand on n'est soi-même pas forcément un énorme expert. Et par ailleurs, c'est une approche qui est toujours one-to-many, donc elle n'est pas toujours des niveaux de réponse et d'engagement très satisfaisants. Et puis la troisième alternative qu'on voit aussi apparaître, Amadou en parlait tout à l'heure, c'est le BSI. C'est bien, c'est complet, on prend toutes les informations, mais c'est une photographie. C'est ponctuel, on n'est pas dans l'aide à la décision, dans le conseil. Ça n'aide pas forcément à se positionner, donc c'est de ce fait pas assez engageant, d'après nous. Voilà, donc nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, si on a un objectif de mettre en valeur les avantages,
eh bien, la meilleure manière de le faire, c'est choisir une solution, payer pour ça, avec des gens qui vont avoir la promesse de mettre en valeur les avantages et qui vont être payés pour ça. Et c'est pour ça qu'on a créé cette offre. Qu'est-ce que c'est Mon Coach Épargne et Retraite? C'est une application donc, pédagogique qui est entièrement dédiée à votre entreprise pour engager vos salariés autour de leurs avantages d'épargne et leurs avantages de retraite. Donc, premièrement, c'est entièrement dédié à vous. Donc, c'est votre environnement, vos couleurs, vos wordings, vos actualités. On le voit un peu petit là sur la slide, mais on les met en avant dans une application qui va être évidemment différente d'une société à une autre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette application? Il y a d'abord des contenus pédagogiques, j'en parlais tout à l'heure, mais qui sont totalement adaptés à votre contexte. Vous allez avoir, vous n'avez pas forcément le même dispositif évidemment d'une boîte à une autre. Vous n'avez pas forcément les mêmes temps forts, les mêmes avantages à mettre en avant. Et ce qu'on voit sur les teneurs de compte en général est très générique. Là, on fait beaucoup plus du spécifique et donc c'est plus impactant avec des images et des vidéos et ça permet aussi d'avoir une première couche de pédagogie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette application? Des outils de chiffrage. Ils sont paramétrés spécifiquement selon vos taux de charge, vos cotisations et vos abondements. C'est pareil, vous n'avez pas tous les mêmes taux, vous n'avez pas tous les mêmes abondements. Et donc, en fonction d'une boîte à une autre, eh bien, on va pouvoir rentrer dans le détail de ce qui va se passer pour un salarié précis. Et c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur le marché, de rentrer dans le détail de ce qui existe dans chacune des sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux salariés parce qu'ils peuvent se positionner eux-mêmes. La troisième chose qu'on propose dans cette application, et ça c'est aussi le cœur de ce qu'on propose et de ce qui fait notre caractère unique sur le marché, c'est qu'on propose l'accès à des coachs indépendants et qui sont ni liés au teneur de compte, ni liés à l'employeur, qui n'ont donc rien à vendre, mais qui vont être spécifiquement formés au dispositif pour réaliser des téléconsultations de 30 minutes sur le dispositif d'avantage chez vous. Donc ça, c'est évidemment un outil qui plaît beaucoup parce qu'il est très personnalisé, il est très impactant, et donc on va évidemment le mettre en avant à l'intérieur de cette application. Pour la faire vivre, on va utiliser des alertes qui vont être basées sur les temps forts de vos avantages. Et puis, on va utiliser aussi le trafic naturel qui va venir soit de vos portails RH, Amadou en parlait tout à l'heure, soit directement des fournisseurs d'épargne qui peuvent rediriger du trafic vers cette application. Voilà, très globalement, en quoi ça consiste. Sébastien, j'ai une question, si je peux me permettre. Oui. Je pense que là, en tout cas, nous, notre vision, c'est effectivement, et c'est ce que vous avez dit, c'est accompagner les salariés dans le coaching financier pour effectivement, à travers la personnalisation, à travers la stimulation, les aider à faire des choix pour optimiser leur système. Dans cette brique-là, la téléconsultation, à mon avis, est au cœur de votre réacteur pour effectivement amener une valeur ajoutée nouvelle, parce qu'en épargne retraite, les entreprises jusqu'à présent et leurs conseils avaient plutôt tendance à laisser la responsabilité d'investissement aux salariés, et ce qui reste évidemment le cas, mais là il s'agit de lui donner les bonnes clés de compréhension pour qu'il fasse les meilleurs choix possibles par rapport à sa personnalité et son profil de risque. Donc ma question, j'y viens, avec un peu de recul, quel est le taux de fréquence d'utilisation que vous pouvez constater sur ce service de coaching financier lorsqu'il est mis à disposition des salariés? Est-ce que vous pouvez confirmer que ça correspond à une réelle appétence avec un taux de fréquence important, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour engendrer le trafic d'utilisation? Alors, c'est une très bonne question. C'est aussi pour ça qu'on a développé, on va dire, une application avec des formats variés. Le format téléconsultation seul, il ne fonctionne que lorsqu'il est animé, c'est-à-dire pousser les gens à des moments clés qui sont importants pour eux, par exemple au versement des primes, ou sur la campagne retraite de fin d'année, ou sur une campagne de transfert CET, ou sur une modification du dispositif. À ce moment-là, lorsqu'il y a une actualité, on va avoir un usage direct en téléconsultation et ça fonctionne. Ça dépend des boîtes, on doit être vers 5, 10%, parfois plus. Mais ce qui est important, c'est que ce soit stimulé par des faits générateurs. Et c'est pour ça que je parlais d'alerte, de trafic. Tout ça doit s'intégrer évidemment dans une actualité de boîte pour pouvoir fonctionner.
Et le deuxième constat aussi, c'est qu'il y a aussi une partie des salariés, et fort heureusement, qui sont autonomes pour faire certains sujets, donc pour faire leur propre chiffrage, pour comprendre les avantages en quelques minutes. Ils n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés pendant 30 minutes par un coach. Donc, l'idée aussi de cette application, c'est d'être dans la pédagogie pour le plus grand nombre. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont une décision importante à prendre et donc ça prendra 45 minutes ou 30 minutes. Puis il y a des gens qui vont plutôt passer 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on élargit un petit peu le format. Disons qu'aujourd'hui, on a une très forte satisfaction des gens qui ont utilisé la téléconsultation, mais il est clair qu'en tant que tel, on pense que ça ne suffit pas pour toucher majoritairement les salariés, qu'il faut aller un peu plus loin avec d'autres formats et d'autres formes d'animation. Et c'est ce que je es en train de présenter, mais c'est effectivement une bonne question, quoi. Et dans la notion de stimulation, ce qui nous intéresse aussi, nous, d'où notre collaboration, c'est que si on prend l'année 2022, par exemple, avec des rendements financiers complexes, avec un certain nombre de fonds en moins-value et de façon un peu significative, ça permet là d'apporter une pédagogie d'explication sur ces rendements et justement de faire réfléchir les salariés sur leur profil de risque et sur leurs investissements futurs. Tout à fait. Plus il y a des mouvements sur les marchés, plus les gens potentiellement se posent des questions et plus il faut les rassurer. Donc oui, c'est évidemment bienvenu qu'on soit là dans ce genre de mouvement un peu mouvementé, contexte un peu mouvementé. Évidemment, ça porte aussi l'usage de ce genre de service qui doit, comme je le disais, être stimulé de manière ou d'une autre. Mais donc, effectivement, ça transitionne assez bien avec le cas pratique que je voulais couvrir. Voilà, on va imaginer une entreprise qui a intégré donc, mon coach épargne retraite qu'il a acheté. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va l'intégrer dans ses portails salariés, les portails RH, qu'on va également l'intégrer dans les portails des fournisseurs. Donc, de manière naturelle, lorsque les gens auront des questions sur ce sujet, ils vont venir sur l'application pour s'y connecter. Donc ça, c'est la première source de trafic qui fonctionne plutôt pas mal. La deuxième, c'est que, comme je le disais, en fonction d'une boîte à une autre, on va alerter les salariés sur des actions qu'ils ont à réaliser pour tirer profit de leurs avantages à certains moments dans l'année. Et donc ça va faire venir des gens régulièrement dans l'année de manière qualifiée parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à faire ou au moins se remémorer ce qu'ils ont. Et puis, la troisième manière de faire du trafic récurrent sur cette application, c'est de participer à l'éducation financière des salariés. On sait que c'est par ailleurs un sujet de manière générale. Et là-dessus, voilà, nous, on a une newsletter, parce qu'on a pas mal d'expertise finalement sur ces sujets qu'on travaille pour envoyer régulièrement aux salariés. Ça peut être aussi en fonction de l'actualité des marchés, pour leur parler de sujets qui peuvent les intéresser et qui va renvoyer aussi vers cette application. Ça, c'est une manière de dire, à partir du moment où elle est lancée, évidemment, on va impliquer la boîte sur le lancement. L'objectif, c'est qu'ensuite, elle prenne le relais toute seule en générant du trafic par elle-même et donc d'engager les salariés progressivement autour des avantages. Donc, dans ce trafic, on peut imaginer le cas d'une personne qui est arrivée, qui est Sylvain, qui a 45 ans et qui, du coup, a des besoins souvent de faire le point sur son épargne. Quand on a cet âge-là, on a accumulé en général un petit peu d'épargne et qui peut se poser des questions sur la préparation de sa retraite. Amadou disait, c'est l'âge pivot, à partir du moment où on commence à se poser des questions. Voilà, il y a différentes choses qu'il peut faire dans cette application. S'il a très peu de temps, il va pouvoir regarder un contenu, par exemple une petite vidéo, qui va lui résumer l'ensemble des avantages qu'il a autour de ces sujets dans sa boîte. À l'issue, il aura au moins compris les avantages qu'il a et c'est déjà une première victoire. S'il a un peu plus de temps, il va dire, bon, c'est bien, j'ai compris, mais du coup, dans ma situation à moi, ça veut dire combien on parle de combien d'argent. Et donc là, on va faire intervenir des outils de chiffrage qui vont être spécifiques à chaque employeur. Et là, il va exactement chiffrer de quoi on parle quand on parle d'avantages. Et puis, on va pouvoir creuser en fonction du temps qu'il a, organiser des webinaires. Je sais que ça se fait, mais on le fait aussi nous-mêmes dans le cadre de l'application, avec des experts thématiques sur soit la finance, soit la fiscalité, soit la retraite. Et donc, assister à ce webinaire pour en savoir plus sur un sujet, par exemple la préparation de la retraite. Et puis, lorsqu'il a vraiment une question importante à traiter, prendre une téléconsultation, prendre 45 minutes avec un coach en one-to-one qui va lui expliquer par le menu ce qu'il doit faire et qui va lui délivrer d'ailleurs un bilan personnalisé à l'issue de la consultation. Donc là, il aura vraiment des avantages qui seront non seulement chiffrés, non seulement précisés, mais aussi utilisés, puisqu'il se sera projeté
dans son cas personnel. Et l'objectif, c'est que Sylvain, à la fin, d'un avantage qui souvent considéré comme un peu lointain, un peu collectif, il se l'approprie, il en a une vision personnelle, et donc il y accorde de la valeur. Voilà, donc les bénéfices de cette approche-là, aujourd'hui, on les prouve, on les restitue en fait dans une interface qu'on dédie au RH dans le cadre de mon coach épargne et retraite. En gros, les 3 principaux avantages, c'est premièrement l'animation de la politique d'avantage. On fait venir des gens sur le site pour leur parler d'avantage dans un environnement bienveillant qui est dédié à ce sujet. Donc là, on a en moyenne aujourd'hui à peu près 80% de taux d'engagement. Donc c'est des gens qui visitent l'application par rapport à un nombre de salariés de la boîte tout au long de l'année. Donc vous voyez, c'est un peu plus que les téléconsultations simples dont je parlais tout à l'heure, parce que justement, c'est animé et qu'il y a différentes choses qu'on peut regarder sur cette application. Donc ça, c'est un premier bénéfice, de dire les avantages, ils sont vivants, les gens viennent les voir et on en parle. Le deuxième bénéfice, c'est la valorisation très concrète des avantages eux-mêmes. On va chiffrer à travers des outils qu'est-ce qui va aller en plus dans la poche du salarié en fonction des sujets dont il dispose. Et ça, on va les chiffrer et on va vous les moyenniser. En moyenne, les gens, grâce au simulateur, ont vu qu'ils ont dans la poche, grâce à ces avantages, 3 500 € de plus que ce qu'ils pensaient avant l'utilisation de ces outils. Et donc, on va le moyenniser par rapport au salaire qu'on récupère aussi par ailleurs dans les outils pour voir un peu quelle est la réelle hausse du salaire, la valorisation très concrète du package. Voilà comment, en tout cas, on essaie de la montrer. Et puis, le troisième point, c'est qu'on va générer une dynamique très positive autour des avantages, ce qui n'est pas toujours le cas dans les boîtes. Nous, la question qu'on pose à nos utilisateurs, c'est la probabilité qu'ils recommandent leurs avantages autour d'eux. C'est vraiment un score de Net Promoter Score, et il est très positif. On a 87% de taux de recommandation. Donc, ça montre bien que le fait d'en parler en des termes pédagogiques et bienveillants, le fait de prendre le temps, de donner de l'attention à ce sujet et de prouver que ce package a de la valeur, que ces avantages ont de la valeur, déclenche une capacité à recommander les avantages autour de soi. Et donc, on est aussi capable d'en faire un point fort, ce qui n'est pas toujours le cas dans les boîtes. Parfois, certaines peuvent en avoir honte ou se posent des questions là-dessus. On positive, et donc les gens le recommandent parce qu'on s'est intéressé à eux. Voilà, pour faire simple, un peu les 3 bénéfices qu'on voit à cette application pour l'instant. Et donc, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Sébastien. Alors, moi, ce que je voulais souligner, c'est que ces 3 bénéfices quand même répondent à des difficultés qu'on constate, nous, dans le conseil et dans notre relation avec les assureurs et les teneurs de compte. C'est que souvent, les directions des ressources humaines ou les CNB, donc Campenben, avec qui on discute, disent que, par exemple, les assureurs ne sont pas proactifs. C'est-à-dire qu'une fois que le dispositif est mis en place, une fois qu'ils ont passé la campagne d'information de mise en place, les salariés ne reçoivent d'autres informations que le relevé de situation annuel. Bon, on le sait, il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent de manière dématérialisée, mais il n'y a pas vraiment d'animation tout au long de la vie du contrat. Donc, le premier volet qu'on voit ici avec la politique, l'animation de votre politique d'avantages sociaux, c'est que ça permet d'apporter une brique de proactivité qui permet aussi de faire vivre les dispositifs. Et le deuxième qu'on peut voir ici, c'est de renforcer aussi la marque employeur. C'est-à-dire que quand le salarié a une idée claire de ce que lui donne l'entreprise, en plus de ce qu'il avait imaginé, c'est un outil qui vient appuyer les efforts de l'entreprise. Donc, c'est très bénéfique, en tout cas, pour l'entreprise. Et enfin, le fait d'être dans la promotion de ces dispositifs confirme, en tout cas, un engagement, j'allais dire de l'entreprise, mais un engagement mutuel, puisque finalement, si le salarié est satisfait, il en parle autour de lui. Donc, voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez bénéfique pour ces raisons-là. Et ce qu'on peut noter également, c'est que pour les directions des ressources humaines, cette application, en tout cas, Mon Coach Épargne, qui est proposée avec GEREP et Philippe en partenariat, ne nécessite pas d'allonger, en tout cas, vos budgets RH, puisque ça peut rentrer vraiment dans le budget de formation. Donc, ça vient apporter une solution, j'allais dire, aux salariés pour bien comprendre leur dispositif d'épargne retraite, d'épargne salariale ou de fiscalité. Mais ça reste aussi dans l'enveloppe budgétaire, en tout cas, que vous étiez fixé. Nonobstant, voilà, quelques arbitrages, je pense qu'il faut faire lorsqu'on va mettre en place ce dispositif. Donc, je pense qu'on arrive au terme. Oui.
Oui, j'ai une petite question d'ailleurs, ou c'est peut-être plus une remarque, mais j'ai évoqué le sujet RSE en début de webinaire. Mais on a vu qu'il y avait des enjeux de financement de transition énergétique. Côté GREP, on a posé ce nouveau baromètre ESG pour que ces éléments deviennent des discriminants positifs dans les grilles de notation d'appel d'offres et de choix de fournisseurs qu'on propose à nos clients. Ces outils d'épargne retraite aujourd'hui constituent, en fait, ou pourraient constituer un volet de la politique RSE des entreprises. Et je voulais juste revenir sur un élément parce que je crois que vous avez eu récemment, dans un échange avec un client, effectivement, sur la mise en place de ces régimes, une illustration concrète de la passerelle qu'il y avait avec la RSE. Complètement, effectivement. Donc, c'est très frais hein, comme expérience. C'est que on a accompagné une société, en tout cas, dans la transformation de son dispositif d'épargne retraite, pour lequel on a eu une attention toute particulière, j'allais dire, sur le verdissement des investissements. On passait d'un dispositif où ce n'était pas vraiment un sujet à un dispositif où 100% des fonds, en tout cas, qui sont proposés aux salariés, suivent les critères ESG et à peu près 60% des fonds étaient durables, c'est-à-dire qu'ils avaient entre 5 et 10% des investissements qui allaient dans le financement de la transition écologique et énergétique. Alors, la question qui m'a été posée par le DRH, hein, c'était de savoir un peu comment est-ce qu'ils pouvaient exploiter cette information. Et il s'avère qu'au sein de l'entreprise, donc, qui est un groupe international, chaque année, il est obligé de remplir donc, un questionnaire du groupe pour le reporting RSE. Donc, voilà. Donc, l'application qu'il a trouvée tout de suite, c'est de dire, là, en faisant le choix d'un acteur, voilà, parmi d'autres hein, qu'on avait recommandé, avec ce focus plutôt d'investissement durable, lui, il avait la main pour pouvoir faire remonter une action concrète des services de ressources humaines dans le choix du prestataire. Donc, de renforcement également, j'allais dire, de la démarche RSE, voilà, des ressources humaines. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui se met en place progressivement, qui va être renforcé par les législations qui vont venir et qui vont d'ailleurs impacter l'ensemble des entreprises. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à regarder. Ça peut être voilà, des projets à poser hein, pour pouvoir déjà auditer vos dispositifs, mais également commencer à vous poser les bonnes questions pour pouvoir entrer dans cette réglementation de l'industrie verte qui va arriver bientôt. Ok, merci Amadou. Je crois qu'il y avait une question, c'était de savoir comment l'intervention de Philippe ou partiellement pouvait intervenir dans les budgets de formation. Oui, alors nous, on est organisme de formation, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre la prestation dans un budget formation que vous auriez, en fonction voilà, des arbitrages que vous avez à faire de votre côté. Oui, ils sont intégrés effectivement dans le contrat et dans la négociation avec l'assureur pour que ça soit financé par ce biais-là, soit trouver des sources de financement différentes, dont la formation. OK. Je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais vous laisser. Enfin, vous avez conclu, je crois, Mamadou et Complètement. Alors, je ne sais pas, Margot, si on a des questions. Sébastien. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. En tout cas, on se tient à votre disposition. On peut se laisser quelques minutes si vous avez des questions à l'oral. Mais sinon, on remercie en tout cas tout le monde déjà pour la disponibilité. Et on vous donne rendez-vous bientôt, en tout cas pour voilà, j'allais dire aller dans le détail de ces sujets et vous accompagner notamment sur vos problématiques d'entreprise. Merci. Merci à tous. À tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.